Alors la salle, c'est une salle des marchés, c'est-à-dire un endroit où travaillent des traders, des personnes qui spéculent sur les devises, l'euro, le dollar, le yen, sur des matières premières, sur de l'énergie. Et le personnage principal de la salle est un trader qui en fait qui triche, mais pas pour des raisons d'enrichissement personnel. Il fait ça justement pour ce qui m'a intéressé, c'est pourquoi un trader pouvait, parce que ça existe, il y en a un certain nombre, en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, pourquoi les traders trichent pour des raisons qui ne sont pas liées à un but d'enrichissement personnel. Alors, justement, c'est là qu'est tout l'ambiguïté du personnage. C'est quelqu'un qui est dans une fuite en avant, et ce qui m'intéressait, c'est de savoir pourquoi il faisait ça. Alors, c'est quelqu'un qui est très seul. La question se pose de savoir si c'est parce que c'est un personnage qui est fondamentalement solitaire et qui se réfugie dans cette fuite en avant, dans la tricherie, parce que d'abord il est bon dans son domaine, il est très, très efficace, et puis c'est une manière d'exister à part entière pour lui. Donc là, cette solitude peut être en amont de son action, ou elle peut être et elle est aussi de toute façon le résultat. C'est-à-dire à partir du moment où il triche, il ne peut pas le dire à personne, il ne peut se confier à personne, ni à une femme, ni à ses amis, et donc il s'enferme dans une solitude de plus en plus radicale, de plus en plus radicale. Alors évidemment, la spéculation, c'est un endroit où il y a beaucoup de virtuel, et la salle dans laquelle il travaille avec les outils de communication qu'on sait, l'électronique en particulier, la salle est un endroit qui par certains côtés peut s'apparenter, vu de l'extérieur en tout cas, hein, à quelque chose comme une salle de jeu en ligne. Évidemment, les traders ne le vivent pas du tout comme ça, ce sont des professionnels, et ils ne jouent pas, ils savent très bien qu'ils ne sont pas dans du jeu sans conséquence. Mais là, voilà, je me suis intéressé à ce qui pouvait se passer dans l'esprit de ce personnage, comment il percevait sa position, comment il a justifié éventuellement, mais vis-à-vis de lui-même, de sa conscience, puisqu'il ne peut en parler à personne. Alors il y a une partie qui se passe au Japon, parce qu'à un moment donné, évidemment, il va se passer ce que le trader appelle le fameux battement d'aile du papillon, qui déclenche toute une réaction en chaîne, qui est le grain de sable qui vient enrayer sa tricherie, qui est très, très bien organisée et invisible pour son employeur et toutes les autorités de régulation du marché. Mais il arrive l'imprévisible. Et cet imprévisible, il arrive sous la forme relativement, j'ai envie de dire, banale, parce que là aussi, c'est des choses qui sont arrivées, y compris dans l'actualité relativement récente, une affaire de mœurs qui influe sur le cours du yen et à partir de là déclenche un ouragan financier qui aura des conséquences sur les actions du personnage principal. Donc tout ça évidemment est pour moi le moyen de raconter une histoire, mais aussi le plaisir de l'écrire en attachant beaucoup d'importance au langage proprement dit. C'est pas juste raconter une histoire pour l'histoire, c'est aussi vraiment un plaisir d'écriture. J'avais déclenché l'écriture de ce livre en fait au tout début, c'était une information que j'avais entendue à la radio, et comme quoi un trader français qui avait récemment fait perdre beaucoup d'argent, on parle 1 milliard d'euros à son employeur, avait fait ça pour des raisons sociologiques, c'est-à-dire j'avais entendu le journaliste dire qu'il avait un complexe par rapport à ses collègues traders qui tous sortaient de grandes écoles alors que lui avait fait une petite université, venait d'un milieu modeste. Donc le côté sociologique de la chose m'avait intéressé. Sans doute parce que je suis moi-même un autodidacte, donc ce sont des choses qui m'intéressent, qui me concernent personnellement. Mais en creusant un peu, je me suis aperçu que ce n'était pas le cas. Ce trader avait effectivement, et sans nul doute, triché. Il a été condamné pour ça d'ailleurs, mais il n'a pas fait pour des raisons de complexe. Il l'a fait justement pour des raisons qui restent tout à fait floues, ambiguës, et chacun peut les interpréter.
Et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire ce livre avec un personnage dont les raisons sont tout à fait ambiguës. Et je ne voulais pas écrire sur un trader caricatural, un peu le trader que le cinéma américain, les romans américains en particulier, décrivent, c'est-à-dire quelqu'un qui est complètement fou enfin, qui a une volonté de gagner le plus d'argent possible. C'est pas du tout ça, c'est pour des raisons plus existentielles, beaucoup plus ambiguës. A priori, ce type, on pourrait dire que c'est un salaud, parce qu'il a un côté très cynique. Et puis au fil du texte, peut-être, enfin, il évolue, et puis sans aller jusqu'à le justifier, loin de là, on s'aperçoit que ses motivations sont floues, y compris à lui-même. Ce qui permet de tisser tout autour de lui, un réseau émotionnel, relationnel, dans son rapport aux femmes, dans son rapport à son meilleur ami, qui renforce finalement l'ambiguïté du personnage sans vraiment l'expliquer. Donc chaque lecteur pourra interpréter la chose, je pense, à sa manière. Le nœud de tout ça, c'est vraiment se mettre à la tête de ce personnage qui est profondément ambigu. Voilà, qui fait des actes absolument répréhensibles, mais pour des raisons qui restent vraiment très à découvrir. L'écriture du texte m'a amené à en proposer en tout cas plusieurs. Voilà. Évidemment, il est aussi question beaucoup d'une certaine fiction dans ces opérations de trading, puisqu'on est dans la réalité, mais avec du très très long terme, des opérations à plusieurs couches, donc il y a une grande part de virtuel, et donc de décrochage peut-être avec le réel, y compris le réel le plus concret, c'est-à-dire dans les relations humaines en fait. Donc à côté des personnages purement dont je suis l'évolution dans le récit, à savoir le trader, la femme dont il semble amoureux, son meilleur ami, son patron, son supérieur hiérarchique au sein de la salle, de la banque, donc il emploie. Il y a des personnages qui sont des personnages par qui arrivent les événements qui vont faire évoluer l'histoire, et donc la fiction, qui sont un homme politique, une journaliste, et que je traite d'une manière différente, c'est-à-dire plus comme des archétypes que comme des personnages vraiment incarnés, tout en essayant de les rendre évidemment aussi réels que les personnages principaux qui font la fiction. Et donc j'essaye de faire se chevaucher là aussi deux niveaux de réalité, c'est-à-dire une réalité habitée, et puis une réalité qui est plus une réalité un peu d'ordre archétypal, comme les grands mythes, voilà, l'argent, le pouvoir médiatique, le pouvoir politique, les dérives, tout ça, ce sont des choses qui existent en tant qu'entité, mais dont je pense qu'on peut les incarner dans le cadre de la fiction d'une manière équivalente ou parallèle en tout cas à celle qu'on utilise pour les personnages qui sont des personnages qui ont un nom, un prénom, qui portent des habits, qui ont une coupe de cheveux, qui sont beaucoup plus concrets a priori. Donc le texte est écrit à la deuxième personne du pluriel, au vous, donc c'est le trader, le vous désigne le trader. J'ai écrit d'emblée en fait la première phrase sans savoir qui serait derrière le vous. De la première phrase décrit un homme qui a à peu près mon âge, qui a à peu près mon physique, donc c'est un peu moi que je décris dans cette première phrase sans savoir au début où j'allais. Et très rapidement, le vous s'est avéré être un trader. C'est comme ça qu'a commencé l'histoire, que le roman a commencé à avancer en ayant trouvé donc son personnage principal. Et le vous, parce que ça donne une certaine distance avec ce personnage, et l'ambiguïté du personnage est telle que le vous me semble y correspondre, c'est-à-dire quelque part c'est le personnage qui réfléchit en permanence, qui se voit lui-même de l'extérieur, tout en vivant l'action, comme s'il était dédoublé, comme il est dans le texte entre le réel,
et puis le virtuel dans lequel il s'enfonce d'une manière dont il a bien conscience qu'il ne devrait pas le faire, mais il le fait quand même. Donc le vous, je pense, c'est imposé vraiment, oui. C'est pas quelque chose que j'ai voulu a priori, ça s'est très vite imposé comme la bonne façon de traiter ce personnage et la tonalité du texte. Ça donne une tonalité, une mise à distance qui me plaît assez, oui. Ce personnage peut faire penser à Kerviel, qui est le trader le plus connu de ces derniers temps, qui a été condamné pour ses actes. Il a détourné des sommes pour un montant équivalent, c'est-à-dire une perte d'environ 5 milliards d'euros à sa banque. Mais ce n'est pas du tout l'histoire de Kerviel, c'est purement fictionnel. Simplement, c'est un profil crédible de trader. C'est pas, comme je disais tout à l'heure, un trader caricatural à l'américaine. C'est un trader qui existe tel qu'ils existent dans la vie réelle. Donc un Kerviel, là, on ne peut plus exister. Et le personnage de la salle est un trader qui pourrait être Kerviel dans son approche professionnelle et dans sa tricherie, en fait, et dans sa fuite en avant. Mais c'est pas Kerviel. Si j'avais voulu que ça soit raconter l'histoire de Kerviel, je l'aurais appelé Kerviel ou Jérôme K, et je me serais documenté abondamment sur Kerviel, ce qui n'est pas le cas. Donc Kerviel est un personnage qui n'est pas sans rapport avec celui du personnage principal de la salle, mais ça n'est pas lui. Ça n'est pas lui. C'est pas difficile, en sens où c'est un plaisir, c'est-à-dire que très concrètement, si j'ai pas du plaisir à écrire au moment où j'écris, mais tout simplement j'écris pas, je peux pas me forcer. Donc l'angoisse de l'écran blanc, de la page blanche, je ne connais pas, parce que si ça sort pas, je sais que ça sert à rien de m'obstiner, donc je peux retravailler ce qui est déjà écrit. Mais par contre, le livre s'écrit le texte s'écrit avec une certaine facilité, dans la mesure où si ça vient pas, je ne m'astreins pas à rester jusqu'à temps que ça vienne. C'est-à-dire que je travaille tous les jours, j'ai pas vraiment le temps d'ailleurs, et donc je ne me mets pas de contraintes journalières, horaires. Donc quand je commence à écrire, c'est que vraiment j'ai envie d'écrire, et donc ça, en général, ça se passe bien. Voilà.